Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo avec énormément de valeur, tout simplement parce que je vais vous expliquer un trade de A à Z que j'ai fait cette semaine sur le Nasdaq. Donc pour ma part, au moment d'enregistrer la vidéo, on est vendredi, les marchés viennent de fermer, mais ça a été une super belle semaine de trading. J'ai pris 3 positions et les 3 trades ont fonctionné. Par contre, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le premier trade que j'ai fait cette semaine sur le Nasdaq, tout simplement parce que c'est le trade vraiment que je trouve le plus intéressant et où ce que je vais être capable de vous apporter le plus de valeur possible. Donc, je vais vraiment tout vous expliquer, OK? Que ce soit l'analyse fondamentale, l'analyse technique, comment j'ai pris le trade, pourquoi je l'ai pris, comment je l'ai géré. Bref, je vais tout vous montrer. C'est le genre de vidéo, guys, qui, honnêtement, ne devrait pas être gratuite, mais mon objectif avec le contenu que je fais, c'est d'être meilleur que le contenu payant des autres et de vous apporter donc le plus de valeur possible. Aujourd'hui, on voit malheureusement un peu tout et n'importe quoi sur Internet. Et donc, ça va aussi rétablir un peu de vérité sur, eh bien, c'est quoi du trading à un niveau professionnel. Personnellement, ça fait 9 ans que je fais ça, ça fait 5 ans que je trade à temps plein. C'est mon activité principale. J'ai littéralement dédié ma vie au trading. Et donc, aujourd'hui, je vais tout simplement vous expliquer ce trade sur le Nasdaq qui a super bien fonctionné. Donc, guys, si vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui, mettez-y un like, j'apprécierais énormément. Le simple fait de mettre un like sur mes vidéos, c'est quelque chose qui va les mettre de l'avant, qui va montrer à l'algorithme que les vidéos méritent de l'attention et c'est quelque chose donc qui va m'aider à grossir la chaîne. Donc j'apprécierais beaucoup si vous pourriez faire ça et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc guys, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet et regardons ce trade sur le Nasdaq. Bon, premièrement, il faut savoir que ce trade n'a pas duré très longtemps. Ça a été un trade même un peu plus court terme que la moyenne que je vais faire. Personnellement, mon style de trading, c'est plus du swing trading, c'est-à-dire des positions qui vont peut-être durer quelques jours à quelques semaines. Je trade aussi pas mal tous les marchés, que ce soit les indices boursiers, les matières premières, le forex, etc. Mais donc, ce trade-là a duré seulement une journée, donc ça n'a pas été très long, mais c'est un trade, donc, comme j'ai dit, super intéressant et on va regarder pourquoi à l'instant. Fait que premièrement, bon, ici, il faut mettre un peu de contexte, OK? Avant de regarder les graphiques, avant de regarder le trade en lui-même, il faut commencer avec le contexte macroéconomique, OK? Ça, c'est un point qui est super important à comprendre. N'importe quelle institution, n'importe quel fonds de gestion qui sont sérieux et qui ont beaucoup de capital vont utiliser l'analyse fondamentale dans leur analyse. J'en ai parlé à maintes et maintes reprises sur la chaîne. C'est la plus grosse différence souvent entre des traders particuliers et des traders professionnels. Et souvent, malheureusement, les particuliers vont moins s'attarder au fondamental parce que, ben, si on est honnête, ça a l'air un peu plus impressionnant. Ça a l'air un petit peu plus compliqué de comprendre vraiment des raisons macroéconomiques qui font bouger les marchés plutôt que de tracer quelques lignes sur un graphique. Et donc, malheureusement, souvent, les gens vont négliger cette partie-là et c'est l'une des raisons qui explique que beaucoup de personnes ont de la difficulté en trading. Bref, on ne rentrera pas là-dedans, j'en ai déjà parlé. Mais donc, on va commencer par établir un peu plus de contexte au niveau de la macroéconomie. Donc, un point qui est important à comprendre, c'est que eh bien, si on regarde, par exemple, les taux d'intérêt aux États-Unis, OK? Et là, il faut repartir de loin pour réellement comprendre le contexte. Si on regarde également le Nasdaq, mais d'un point de vue, disons, un peu plus long terme, on va remonter, OK, en 2020 pour vraiment vous expliquer en détail le contexte du trade. Et oui, il faut remonter aussi loin que ça des fois pour réellement comprendre à 100% l'idée d'une position. OK? Donc, en 2020, juste ici, sur le graphique, on avait eu la pandémie. Bon, vite comme ça n'a pas l'air énorme, mais si on retourne comme ça un petit peu plus dans le passé, on voit que c'était quand même un crash assez significatif et surtout très rapide. On a donc eu la pandémie, c'était la panique, on l'a tous vécu. Et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Quand les marchés ont commencé à un peu trop baisser, eh bien, on a la Fed, qui est la Banque centrale américaine, qui ont décidé de rabaisser les taux d'intérêt et de commencer ce qu'on appelle du quantitative easing, c'est-à-dire de l'impression monétaire. Donc, ils ont imprimé de l'argent et ont injecté cette liquidité dans les marchés et dans l'économie pour essayer de stimuler l'économie et donc d'aider tout simplement les marchés. Okay? Et donc, par la suite, eh bien, on a vu le marché haussier de à peu près 2020 jusqu'à 2022, ça a été un an et demi, plus ou moins, assez fou sur les marchés et très rentable également. Et par la suite, eh bien, lorsqu'on est arrivé vers ces points hauts-là en 2022, on a commencé à avoir un problème, c'est-à-dire l'inflation. Okay? Donc ici, si on regarde le graphique des taux d'intérêt, on voit donc que, comme j'ai dit, bien, en 2020, la Fed avait baissé les taux d'intérêt et les taux avaient resté pas mal aux alentours de zéro jusqu'à plus ou moins le début 2022. La raison pourquoi la Fed a dû remonter les taux d'intérêt, c'est tout simplement parce que l'inflation avait commencé à monter
énormément. OK? Donc, si on retourne sur ce graphique-là juste ici et qu'on regarde l'inflation, on voit que l'inflation avait beaucoup baissé en même temps que la pandémie, mais après ça, l'inflation avait monté pour atteindre un point haut aux États-Unis à 9,1 % annuel, ce qui est extrêmement élevé. Juste pour vous donner une référence, la Banque centrale veut maintenir l'inflation aux alentours de 2 %. Donc, on s'entend qu'à 9,1 %, c'est très, 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 très élevé. Et si on met un peu plus de contexte même par rapport à ça, on voit que là, on retourne, il y a quasiment 100 ans, mais on voit que quand on avait atteint le pic juste ici, eh bien, c'était pas mal dans les quelques fois où on avait eu le plus d'inflation. Et ça, c'est quelque chose qui est très problématique pour une économie parce que si on a trop d'inflation, eh bien, il y a un risque qu'on rentre dans ce qu'on appelle de l'hyperinflation. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable, c'est-à-dire que la moyenne des prix des biens et services dans l'économie va énormément augmenter. Et si ça va trop loin, c'est quelque chose qui est irréversible et c'est même quelque chose qui a déjà détruit des civilisations en entier. Donc, bref, je ne vais pas rentrer dans un cours d'histoire, mais concrètement, c'est ça l'idée. Donc, le fait d'avoir une inflation autant forte, c'est quelque chose de très problématique et c'est pour ça que la Fed a dû augmenter les taux d'intérêt. Quand une banque centrale augmente les taux d'intérêt, ça a un effet de ralentir l'économie, tout simplement parce que quand on va pour emprunter, pour acheter une voiture, faire un prêt hypothécaire, etc., eh bien, ça coûte plus cher et donc le fait d'augmenter les taux d'intérêt, eh bien, ça ralentit l'économie et c'est pas mal aussi simple que ça. Et donc, la Fed a dû faire ça pour essayer de faire ralentir l'inflation et que ça redescende par la suite. OK? Et là, ce qui est arrivé, c'est que, eh bien, quand la Fed augmente les taux d'intérêt, donc, c'est ça qu'on a vu entre 2022 jusqu'à peu près mi-2023. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces hausses de taux d'intérêt-là, juste ici, l'impact que ça a sur l'économie, il y a un certain délai sur cet impact-là. OK? Ça ne va pas être dans l'immédiat. Normalement, le délai est à peu près d'1 an à 1 an et demi. Et donc, ça fait que lorsque la Fed augmentait les taux d'intérêt, eh bien, on ne savait pas vraiment l'impact que ça allait avoir. Finalement, si on avance un petit peu plus vite dans tout ça, eh bien, on voit que l'inflation a bel et bien réussi à rebaisser. On n'a pas encore techniquement atteint le 2 %, mais tout indique qu'on s'en va dans cette direction-là et on n'est quand même pas si loin. Donc, la Fed a quand même réussi à obtenir ce qu'il voulait avec ça. Et donc, si on retourne sur les marchés, on voit qu'on avait eu la correction ici en 2022 avec les hausses de taux d'intérêt, la peur qu'on avait à ce moment-là sur les marchés qu'on allait vraiment avoir un ralentissement économique, une récession, etc. Et par la suite, finalement, les données économiques n'avaient pas vraiment ralenti quelconque là, vraiment en début 2023. Et c'est pour ça que les marchés donc sont repartis à la hausse et qu'on a pu avoir une nouvelle impulsion haussière. OK? Mais là, récemment, ce qui est arrivé, c'est que les données économiques dans, je dirais, les dernières semaines ont commencé à ralentir un peu. OK? Et c'est là que les marchés ont commencé à ressentir un peu de peur parce que si on regarde un graphique un petit peu plus court terme, donc on peut regarder ici un graphique là, avec le point haut qui remonte en début juillet, donc seulement il y a un mois, eh bien, on voit que depuis quelques semaines, les marchés ont quand même bien corrigé. Si on mesure le mouvement ici sur le Nasdaq, on parle d'une correction quand même de 17 %, ce qui n'est pas énorme, mais c'est quand même significatif comme correction. Et il y a plusieurs raisons à cette correction-là. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, sinon on n'en finira plus. Mais il y a premièrement, donc comme je dis, un léger ralentissement économique. Je vais vous le montrer d'un point de vue des données. Il y a aussi ce qu'on appelle la saisonnalité, c'est-à-dire les tendances saisonnières au courant de l'année. Et sur les marchés boursiers, normalement, durant la période de l'été, on a tendance à voir des corrections. Donc, ça fit quand même bien également avec ce timing-là. Il y a d'autres raisons un peu plus avancées, mais bref, comme j'ai dit, on ne rentrera pas là-dedans, sinon on n'en finira plus. Mais donc, si on regarde les données économiques pour vous montrer quand même le ralentissement que je suis en train de parler en ce moment, ou du moins la peur de ce ralentissement-là, parce que vous allez voir que c'est un ralentissement qui est plus ou moins justifié, je trouve, ou du moins la peur de celui-ci. Mais bref, on va regarder premièrement les données. On voit qu'au niveau du non-farm payrolls, qui est tout simplement les données de l'emploi aux États-Unis, on voit que depuis 2-3 mois, on est quand même en léger ralentissement. On voit qu'on est beaucoup moins fort de qu'est-ce qu'on avait là, dans ces mois-là juste ici. Fait que c'est-tu notable, je dirais, un peu, mais rien de trop significatif encore une fois. Taux de chômage, quand même notable. On voit qu'on a quand même une belle hausse du taux de chômage qui est aussi un signe de ralentissement économique. Surtout que, historiquement parlant, le taux de chômage, là, quand il commence à augmenter,
ben, souvent on voit une accélération. Fait que c'est quand même un point qui est à prendre en considération. C'est quelque chose qu'on avait eu là, juste ici dans les années 2000. C'est peut-être un petit peu difficile à voir comme ça, mais bref, si on est attentif là, ici, on voit que le taux de chômage s'était comme stabilisé, puis on avait comme eu une accélération par la suite, et cette accélération-là, souvent, arrive au même moment où on a une correction là, sur les marchés boursiers. On a vu la même chose en 2008, où le taux de chômage était relativement faible et quand même assez stable, et par la suite, on a l'accélération. Est-ce qu'on est en train d'avoir quelque chose de similaire où ce que le taux de chômage était plutôt faible ici, puis on commence à remonter puis à accélérer? Peut-être, c'est pas impossible, mais on est encore très, très tôt par rapport à ça. Pourquoi? Parce que, eh bien, la Banque centrale américaine va surtout surveiller le niveau des 5 pour le taux de chômage, et on voit que pour l'instant, on est seulement à 4,3 %. Donc oui, ça commence à monter, oui, on voit quand même une différence un petit peu à ce niveau-là, mais est-ce que c'est si notable que ça? Est-ce que c'est un énorme ralentissement? Pas du tout, mais ça commence à monter, donc on peut comprendre un peu la peur des marchés à ce niveau-là. Et si on regarde d'autres indicateurs, donc par exemple le ISM Manufacturing PMI et le ISM Services PMI, donc ça, c'est des données qui sont hyper importantes et qui vont nous montrer en général à peu près un 6 à 12 mois d'avance l'évolution de l'économie. Donc si on regarde premièrement au niveau des services, on voit que les données sont quand même assez stables et on tourne aux alentours de 50. Le niveau des 50 sur les PMIs est très important parce que c'est le niveau en fait qui nous indique est-ce qu'on est dans une croissance ou est-ce qu'on est dans un ralentissement. Donc on voit ici, on niaise alentour de 50, fait on n'est pas vraiment dans une croissance au niveau des services, on n'est pas vraiment dans un ralentissement notable non plus, on est plus dans du surplace. Par contre, au niveau du manufacturing, on est un peu plus en général en négatif, donc en dessous de 50, mais 48, ça reste relativement élevé, donc on n'est vraiment pas dans un énorme ralentissement ou quoi que ce soit. Okay? Mais bref, tout ça pour dire que dans les dernières semaines, eh bien, les données ont commencé à ralentir un peu plus, les marchés ont commencé à avoir peur. On était quand même, faut le dire, là, assez overextend qu'on appelle sur les marchés, donc on était quand même rendu là, très très haut, ça l'avait monté assez rapidement, surtout depuis le début de l'année. Là, si on mesure le début de l'année, donc aux alentours là, d'ici plus ou moins avec les points hauts. On voit qu'on était presque à 25% de rendement sur le Nasdaq en à peu près là, 7 mois, ce qui est vraiment énorme. OK, donc c'est normal aussi que le marché corrige. Là. Les marchés ne vont pas tout le temps monter, mais bref, tout ça pour dire qu'on avait justement un léger ralentissement, le marché a eu peur et on a commencé à faire cette correction-là juste ici. OK? Donc ça, c'est le contexte de qu'est-ce qu'on a eu dans les dernières années et qu'est-ce qui est arrivé récemment. Est-ce que maintenant, ce ralentissement-là va perdurer? Est-ce qu'on va vraiment avoir une récession? Est-ce que finalement, l'économie va tenir et remonter par la suite? Honnêtement, j'en sais rien et personne le sait à 100%. Honnêtement, c'est pas vraiment important pour l'instant de savoir ça de toute façon. Mais bref, tout ça pour dire que c'était un petit peu l'environnement dans lequel on était sur les marchés. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail cette semaine, OK? Et je vais attirer votre attention sur la bougie qu'on a juste ici. OK? Donc ça, c'était lundi à l'ouverture des marchés. Qu'est-ce qui est arrivé lundi? C'était vraiment une journée là, hyper intéressante. On peut voir là, premièrement que si on mesure la fermeture de vendredi jusqu'au point bas de lundi, on voit qu'on a eu un mouvement de plus que 6% à la baisse en une seule journée sur le Nasdaq. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme comme mouvement pour seulement une journée. Et quand les marchés ont ouvert lundi, eh bien, c'était littéralement la panique. OK? La bourse était en train de chuter, les cryptos, c'était la même chose. Le VIX, je vais vous présenter le graphique à l'instant, était en hausse fulgurante, comme on peut voir juste ici. Le VIX, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un indicateur de volatilité et souvent, les gens l'utilisent pour mesurer, on va dire, la peur sur le marché. Okay? Et là, on voit que le VIX avait énormément monté. Donc ça, c'était lundi. Et pour peut-être mettre un petit peu plus de contexte à la hausse du VIX qu'on a eu, si on voit un graphique plus long terme de cette façon-là et que je mets une ligne donc à l'horizon comme ça, eh bien, on peut voir que littéralement, le VIX a été plus haut que le point qu'on a fait lundi, seulement 2 fois dans les 30 et quelques dernières années. Et ces 2 fois-là, eh bien, c'était avec la pandémie
juste ici, et avec la crise financière en 2008 qui avait pour le coup été vraiment un crash. OK? Mais ce qui est vraiment fou dans cette histoire-là, c'est que, ben, en soi, on s'entend, c'est des niveaux extrêmement élevés qu'on a très rarement vus, mais c'est surtout la rapidité à laquelle on a atteint ces niveaux-là. Donc, si on regarde un graphique journalier, on voit que littéralement, quand le VIX a commencé à accélérer un peu, là, on voit qu'en 2 jours, on a atteint ce niveau-là. Tandis que si on retourne en 2020, ben, on voit que ça l'avait quand même pris une couple de semaines avant d'atteindre là, à peu près 65 sur le VIX. Et si on retourne plus en 2008, eh bien, on voit que ça l'avait pris aussi là, plusieurs semaines. Donc, c'est littéralement la fois dans l'histoire où ce que le VIX a monté à 65, qui est en soi un niveau très élevé, le plus vite. OK? Et ça, c'est complètement malade de réaliser ça. Et c'est là que mon idée de trade est venue en place. OK? Et pour vous expliquer le raisonnement simple que j'ai eu, parce qu'au final, c'est rien de si complexe, mais c'est vraiment de juste comprendre le contexte et comprendre qu'est-ce qui se passe sur les marchés, eh bien, on a eu, comme j'ai dit, donc un mouvement de panique. OK? Lundi, c'était littéralement ça. Et le VIX a donc augmenté. Puis moi, quand j'ai vu ça, eh bien, je me suis posé la question, est-ce que ce mouvement-là est vraiment justifié? Est-ce que ça fait vraiment du sens que on aille une peur gigantesque, OK? Parce que si on se rappelle ce qu'on vient de voir, eh bien, les 2 autres fois que c'était ça, c'était la pandémie. On s'entend, c'était une situation assez extrême. Et la crise financière en 2008, où ce que tout le monde perdait leur maison, puis c'était la fin du monde. Est-ce qu'en ce moment, c'est la fin du monde? Non. Est-ce que les données sont si négatives que ça? Non. On a juste un très léger ralentissement économique qui, tranquillement, commence à se faire sentir. Fait que quand j'ai vu la relation entre la peur extrême qu'on avait et à quel point la situation était vraiment pas si pire que ça, ben c'est là que mon idée de trade s'est concrétisée. C'est là que je me suis dit, si on a déjà autant de peur sur les marchés, puis que c'est autant la panique, est-ce que ça peut rempirer? Est-ce que ça peut devenir encore plus la panique? Probablement pas. Et donc, ça, c'est un raisonnement qui est important de comprendre. Il y a peut-être des gens qui se seraient dit le contraire. Ils se seraient dit, ah, mais la panique est tellement intense, ça va juste continuer, puis c'est la fin du monde. Mais non, parce qu'il n'y a rien qui justifie cette panique-là. Si on retourne en 2020 ou en 2008, là, il y avait vraiment des vraies raisons concrètes de paniquer parce que il y avait vraiment des choses extrêmes qui se passaient dans le monde. Mais en ce moment, il n'y a rien de tout ça. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, si la peur est montée autant à ce point-là, puis qu'il n'y a pas vraiment de justification en soi, probablement que lorsque le marché va atteindre un gros niveau technique ou qu'il y aurait des personnes qui pourraient décider d'acheter le marché, eh bien, fort probablement que ce niveau technique va être respecté et qu'on va être capable de remonter. Et donc ça, en soi, c'est mon idée de trade. OK? Donc c'est tout le raisonnement que j'ai dû suivre qui m'a amené à comprendre ça. Et vous voyez l'importance de comprendre donc tout le contexte que je vous ai expliqué au début. Parce que le fait que les données ralentissent, ça veut dire que la Fed couperait les taux d'intérêt. La Fed qui coupe les taux d'intérêt, historiquement parlant, c'est à ce moment-là qu'on a vu des plus grosses corrections sur les marchés. Donc, tout ce sentiment de peur provient du contexte en lui-même et probablement du marché qui a totalement paniqué et surestimé le ralentissement économique qu'on est en train d'avoir en ce moment. Et donc, lorsque j'ai vu le VIX monter à ce point-là et les indices qui ont touché un gros niveau, eh bien, c'est là que je me suis dit, est-ce qu'on va vraiment briser ce niveau-là? Est-ce que la peur va vraiment se transformer en crash historique? Ou est-ce que finalement, le marché va pas comme se réveiller puis se dire, OK, finalement, c'est peut-être pas si pire que ça, puis on va peut-être remonter. Eh bien, c'est vraiment donc de ce côté-là, personnellement, que je pensais que le marché allait développer. Et vous allez voir par la suite donc comment j'ai structuré le trade. OK, mais en gros, c'était ça mon idée. Maintenant, si on retourne sur le Nasdaq et qu'on rajoute littéralement là, tous les indicateurs et les outils techniques que j'utilise, eh bien, on peut voir que le Nasdaq a atteint un niveau technique là, très, très, très important. Donc, juste ici. Pourquoi c'est un niveau technique important? En fait, il y a plusieurs raisons. Premièrement, on voit qu'on a une ligne de tendance juste ici et on voit que c'est le 3e touché. Le 3e touché est le touché le plus respecté pour une ligne de tendance. Donc, ça, c'est déjà en soi un point intéressant. On a aussi le 200 Moving Average qui est la ligne jaune juste ici. C'est un indicateur technique qui est hyper bien respecté sur les indices boursiers. Et en plus de tout ça, on avait un niveau intéressant, donc un support résistance juste ici, et un niveau de Fibonacci. Donc, dans la zone juste ici, eh bien, on voit
que j'ai 4 raisons qui pourraient me faire penser que d'un point de vue technique, eh bien, c'est un niveau intéressant. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est le niveau d'un point de vue graphique, donc où ce qu'on avait le plus de raisons que le marché pourrait remonter. Parce que sinon, il y aurait peut-être eu, par exemple, aussi là, le niveau juste ici, où ce qu'on a, bon, un support résistance puis un Fibonacci, pourquoi pas. Ici, on a un autre support, mais il n'y a pas un autre niveau où ce qu'on a autant d'outils techniques dans la même zone. Et donc, lorsqu'on a des zones comme ça sur le graphique, eh bien, souvent, la zone où il y a le plus de raisons que le prix soit supporté, eh bien, si on a aussi une idée fondamentale qui vient avec ça, normalement, c'est donc bel et bien la zone qui va être respectée. OK? Donc, essentiellement, ce qui est arrivé, c'est que le marché lundi a ouvert, c'était la panique totale. On a baissé jusqu'à ce niveau-là. Évidemment, à ce moment-là, je n'avais rien fait de particulier parce que j'attendais de voir comment le marché allait évoluer. Et si on regarde un graphique d'une heure, donc un graphique un peu plus court terme, quand on dit une heure, c'est que chaque bougie vaut une heure. Ce n'est pas une heure de développement, c'est chaque bougie qui vaut une heure. Bref, donc on voit que le marché avait ouvert juste ici. Ça a été la panique totale. On a baissé jusqu'à ce niveau-là. On voit qu'on a eu une première tentative de rebond juste ici. Donc, quand on a touché le niveau, on voit qu'on a remonté ici. Puis, par la suite, on voit qu'on a rebaissé. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que les marchés ouvraient lundi matin, là, juste ici. Donc, cette première hausse-là, je ne l'ai pas tradée, puis ça ne m'intéressait pas de la trader parce que j'attendais de voir l'ouverture des marchés lundi pour voir comment le marché allait développer, tout simplement. Et lundi, on avait, en plus du contexte que je viens de vous expliquer, quelque chose de très important. Donc, si on regarde le calendrier économique, on voit que lundi, on avait le ISM Services PMI. Et oui, donc, les PMIs, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est des données hyper importantes. Tous les gestionnaires de portefeuille, tous mes mentors regardent cette donnée-là. C'est quelque chose qui est très peu connu en passant de les traders particuliers, mais c'est vraiment une donnée donc, qui est super importante. Et mon raisonnement continue avec les données. Donc, pour vous mettre un peu plus en contexte par rapport à ça, donc quand je me suis réveillé lundi matin, j'ai vu la panique des marchés, j'ai vu le VIX qui avait énormément monté, j'ai vu le Nasdaq, le S&P, etc., donc les indices boursiers qui ont touché un très gros niveau technique. Je me suis dit, est-ce qu'on va briser le niveau ou le respecter? Selon la peur injustifiée, selon moi, on allait respecter ce niveau-là. Et là, par la suite, eh bien, en regardant le calendrier, je me suis rappelé qu'on avait donc le ISM Services PMI à 10 h le matin. Et ce que je me suis dit, et c'est là qu'on pousse encore une fois le raisonnement, eh bien, je me suis dit, c'est quoi qui va arriver si les données sortent meilleures qu'attendues? Eh bien, peut-être que si les données sortent meilleures qu'attendues, tout le monde va comme réaliser, ah, OK, on a vraiment paniqué pour rien. OK, il n'y a pas vraiment de ralentissement, ou du moins, il n'est pas si important. Donc, je me suis dit, si les données sont un petit peu plus intéressantes qu'attendues, à mon avis, on va faire un point bas puis on va remonter le restant de la semaine. Donc, c'était ça mon raisonnement. Et donc, si on regarde en soi les données qu'on a eues donc, avec les PMIs, eh bien, on voit que les anciennes données étaient à 48,8. On voit qu'on s'attendait à 51,1 et on a eu 51,4. Et donc, c'était bel et bien plus fort qu'attendu. Et quand j'ai vu ces données-là, à la seconde près, j'ai rentré dans le marché parce que ça a vraiment été ma confirmation additionnelle que tout ce que je viens de vous expliquer allait fort probablement se concrétiser. Donc, c'était la grosse panique. Puis, tu sais, là, j'ai parlé des marchés aux États-Unis, mais on aurait pu parler également du marché boursier au Japon, qui a eu sa pire journée dans l'histoire. OK? Tu sais, il faut le réaliser, là, la pire journée dans l'histoire basée sur un très léger ralentissement économique. Ça fait aucun sens. OK? Et donc, quand j'ai vu ça, puis que j'ai vu par la suite les données des services qui étaient meilleures qu'attendues, ben, c'est là que je me suis dit, OK, tout le monde va voir les données, tout le monde va se dire, OK, on a vraiment paniqué pour rien, complètement exagéré. Tous les gestionnaires de portefeuille vont voir le gros niveau technique qu'on a atteint. C'est un niveau super intéressant pour acheter autant sur du court terme que du moyen terme que du long terme. Donc, je me suis dit, OK, probablement qu'on a fait un point bas et qu'on va remonter. Right? Donc, bref, tout ça pour dire, je sais que c'est un peu long, mais c'est important de comprendre le contexte et mon but, c'est de tout vous montrer en détail. Eh bien, donc, c'est là qu'on a fait le point bas ici. Et qu'on a remonté par la suite sur le Nasdaq. On peut le voir avec la bougie là, juste ici à 10 h, c'est là qu'on a eu les données. Et donc, comme j'ai dit, littéralement à 10 h, quand on a eu les données, eh bien, c'est là que j'ai rentré dans ma position. OK? Donc, j'ai pris le trade à ce niveau-là. Mon niveau d'invalidation du trade, donc le niveau où ce que j'allais sortir du trade si je me trompais, parce qu'évidemment,
selon mon analyse, il y avait, je dirais, au moins 90% de chances qu'on remonte, mais j'aurais pu me tromper, OK? Ça arrive, j'ai pas tout le temps raison et c'est normal, ça fait partie du trading. Des fois, on a des pertes, bref, c'est ça le jeu. Eh bien, donc, il faut avoir un niveau d'invalidation, un niveau où on va sortir de la position si on s'est trompé. Et donc, pour moi, le niveau d'invalidation était tout simplement en dessous eh bien, des 2 points bas juste ici. Donc, je me suis dit que si on n'est pas capable de respecter le point bas, en plus avec les bonnes données qu'on vient d'avoir et qu'on redescend et qu'on brise ces niveaux-là, eh bien, fort probablement qu'on va continuer à baisser et donc mon trade à ce moment-là serait tout simplement invalide. OK? Donc, ça, c'était mon point d'entrée et mon niveau d'invalidation. Puis, au niveau des objectifs pour ce trade-là, au tout début, je n'avais pas forcément d'objectifs ultra précis. C'est-à-dire que si on regarde le graphique, il y avait plusieurs niveaux qui auraient pu être intéressants. Mettons qu'on fait un petit replay là, puis qu'on revient juste ici. Il y avait plusieurs niveaux qui auraient pu donc être intéressants. Il y aurait pu avoir premièrement le key level juste ici. OK, donc ça aurait pu être un premier objectif. Il y avait le point bas ici avec le niveau de Fibonacci. Il y avait ce niveau ici avec la trendline. Bref, il y avait plusieurs niveaux potentiels. Je n'avais pas forcément un niveau précis en tête. J'allais attendre de voir le développement des marchés et comment j'allais vouloir gérer ma position. OK? Donc, bref, en gros, ça ressemble à ça. Donc, j'ai pris le trade juste ici et maintenant, on va voir comment j'ai géré la position. Donc, j'ai pris le trade. Le marché a bien commencé. On a monté un petit peu. Par la suite, on est revenu tester le niveau technique juste ici et on a fini par remonter pour le restant de la journée. OK? Donc, ça, c'était la première journée du trade. Donc, lundi, le trade s'est fermé le lendemain, là, vous allez voir. Ou peut-être même le surlendemain. Là, je pense que c'était mercredi matin, en fait, que j'ai fermé le trade. Fait que ça a duré à peu près 2 jours, finalement, là, pour le trade. Je pense que j'avais dit un jour au début de la vidéo. Bref, peu importe. Donc, le trade, je l'avais pris ici et par la suite, on a monté pour la fin de la journée. Rendu là, bon, on n'avait pas vraiment atteint de niveau intéressant. C'est le premier niveau potentiel que je regardais, c'était plus le key level juste ici. Fait que rendu là, j'avais pas de raison de fermer le trade ou quoi que ce soit. Donc, j'ai été patient. Par la suite, on voit que le lendemain, on est venu faire une correction pour, encore une fois, revenir tester le niveau juste ici. On a fini par remonter. On voit qu'on est passé très proche du key level qu'on a juste ici, mais à ce moment-là, je n'avais pas vraiment de raison quelconque de fermer le trade autre que le key level, dans le sens que on était encore tôt dans la semaine. Je m'attendais que le revirement pourrait potentiellement continuer. On n'était pas très accentué sur les indicateurs. On était quand même encore loin du surachat. Donc bref, on avait beaucoup de marge quand même là, sur le trade. Donc, je me suis dit, je vais être patient, puis on va attendre de voir qu'est-ce qui arrive. De toute façon, c'est un trade que j'aurais été très confortable de tenir, même pour du moyen long terme. Donc, ça ne m'aurait pas dérangé, en fait, de garder la position un petit peu plus longtemps si jamais c'était nécessaire. Par la suite, on voit le marché a retombé et on a fini par remonter. On a rebaissé, on a niaisé un petit peu. Et donc, à ce moment-là, donc ça, c'était donc bel et bien mercredi matin. Eh bien, on voit qu'on a touché le premier niveau intéressant, puis on voit qu'on l'a même rejeté par la suite. Et lorsqu'on a touché ce key level-là ici, eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre mes profits. La raison pourquoi j'ai décidé de prendre mes profits, c'est parce que si on regarde depuis les points bas, on voit que le marché a énormément remonté. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que eh bien, les marchés sont très cycliques et sont cycliques sur tous les horizons de temps. Ce que ça veut dire, c'est que oui, sur un graphique de 1 heure, on voit qu'on a eu un peu de up and down ici avant d'aller chercher ce premier niveau-là. Mais si on regarde le graphique sur une unité de temps 4 heures, eh bien, on voit que tout ce mouvement-là, au final, ben, il n'y a pas vraiment de correction significative. Puis par correction significative, j'entends quelque chose qui ressemble à ça, là, vraiment une correction un peu plus profonde. Et donc, lorsqu'on atteint un gros niveau technique comme ça, si on n'a pas fait de correction profonde avant de le toucher, eh bien, il y a quand même des probabilités relativement élevées qu'on veuille faire donc cette correction-là. Et donc, quand j'ai eu ce raisonnement, on va dire, mercredi matin, surtout qu'on avait touché pas mal le plus gros niveau, parce qu'après ça, ben, ici, on a juste un petit point bas, puis le Fibonacci, c'est pas si significatif. Ça, c'est un ancien niveau, mais qui avait été plus ou moins respecté. Fait que c'est un peu significatif à cause de la trendline aussi, mais c'est pas si notable que ça. Ça, c'est un très gros niveau. Fait que c'est pour ça que quand on est arrivé à ce niveau-là, puis qu'on n'avait pas eu de correction significative sur un graphique 4 heures, ben, je me suis dit, probablement que le marché va se calmer un peu puis vouloir corriger donc toute la hausse qu'on a eue parce que si on mesure cette hausse-là, on parle quand même là, d'une hausse de 7% en seulement 2 jours, ce qui est absolument énorme. OK? Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, probablement que le marché va prendre une pause et vouloir corriger davantage. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai sorti de ma position.
Je vais également, au montage, là, faire apparaître à l'écran maintenant le screenshot qui provient de mon courtier directement où ce qu'on voit mon moment d'entrée et mon moment de sortie, juste pour vous montrer que ce que je vous montre à l'instant, eh ben, c'est bel et bien le cas, tout simplement. Mais donc, voilà, tout ça pour dire que j'ai sorti du trade juste ici. Donc, si on mesure le gain que j'ai fait sur cette position-là, on parle d'un gain là, de presque, même un petit peu plus en fait que 3%, ce qui est juste excellent pour une position qui a duré seulement 2 jours. 3% sur un gros capital, on s'entend, ça représente quand même des montants d'argent hyper intéressants. Et c'est pour ça justement qu'on dit tout le temps en trading que c'est important d'avoir un bon capital avec lequel on peut travailler. Moi, ma vision des choses, c'est que lorsqu'on fait du trading, le but, c'est pas de forcément surperformer comme des malades et d'avoir des rendements en pourcentage qui sont gigantesques parce que si on veut ça, ça implique un niveau de risque qui est beaucoup plus élevé. Donc, au lieu de faire ça, eh bien, c'est plus intéressant d'aller chercher un gros capital et de réduire un peu ses performances en pourcentage, mais donc de prendre moins de risques, mais gagner plus d'argent vu qu'on a un gros capital. C'est vraiment là-dessus qu'on se concentre en passant avec nos étudiants dans notre programme de coaching. On travaille tout simplement avec des firmes qui permettent à nos étudiants d'avoir beaucoup plus de capital. On parle potentiellement de dizaines de milliers de dollars, voire des centaines de milliers de dollars. Fait qu'évidemment, quand on trade par exemple sur un compte à 500 000 dollars puis qu'on fait 3%, eh bien c'est 15 000 dollars de profit à un trade. Ok, c'est pour ça que c'est super important donc d'avoir un gros capital. Si vous n'êtes pas vraiment familier avec les firmes ou si justement ça vous intéresserait d'en apprendre davantage là-dessus, vous pouvez regarder le lien dans la description de cette vidéo. Ça va vous amener vers une autre vidéo où ce que je présente un peu plus donc en détail qu'est-ce qu'on fait au sein du programme et comment ça fonctionne pour se faire financer avec ces firmes-là. Mais donc l'avantage, c'est vraiment qu'on a plus de capital. C'est moins risqué parce que justement, on n'utilise même pas son capital. On ne va pas risquer son propre argent sur les marchés et c'est ça en soi qui permet d'avoir un revenu beaucoup plus intéressant en trading. Bref, je ne rentrerai pas plus là-dedans. Allez voir la vidéo si ça vous intéresse dans la description. Mais donc, en gros, ben, ça ressemble à ça tout simplement au niveau du trade sur le Nasdaq. Fait, comme vous voyez en soi, l'exécution technique et la gestion que j'en ai fait était plutôt simple. C'est rien de bien compliqué, mais ce qui a été important dans ce trade-là, c'est tout le contexte et c'est comment réagir à des mouvements de panique, comment qu'on réfléchit quand les marchés sont en train de se péter la gueule. Est-ce que c'est vraiment une peur qui est justifiée? Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on va pas trouver un point bas puis remonter? Et c'est tout ce raisonnement-là en soi qui m'a donné le trade que je viens de vous présenter. Et c'est pour ça que je répète tout le temps la même chose, c'est-à-dire que le fondamental, c'est la partie la plus importante du trading. C'est ça qui crée des idées de trade. Après ça, le technique en soi, ça n'a pas besoin d'être extrêmement compliqué. Souvent, les gens vont interchanger ces deux points-là, puis justement, beaucoup se concentrer sur le technique, mais totalement négliger le fondamental. Puis souvent, ben, c'est l'une des raisons qui fait que les gens ne comprennent pas vraiment les trades qu'ils prennent parce qu'ils vont juste se fier aux techniques et négliger donc toute la partie macroéconomique. Mais donc, en gros, ça ressemble à ça au niveau du trade sur le Nasdaq. Par la suite, durant la semaine, quand j'ai pris mes profits juste ici, eh bien, on peut voir qu'on a fait une plus grosse correction. Donc, j'ai vraiment eu raison de sortir à ce moment-là. Et plus tard, cette semaine, j'ai même repris un deuxième trade sur le Nasdaq. J'ai réinvesti mes profits, en fait, que j'avais fait dans ma première position où ce que j'ai sorti ici. J'ai réinvesti donc ces profits juste à ces niveaux-là. Et on voit que le marché a remonté et j'ai fermé le trade quand on est revenu tester donc le même niveau. Et donc, ça a été mon deuxième trade de la semaine. J'en avais eu un troisième. Mais bref, comme j'ai dit, je voulais vraiment me concentrer plus sur le premier trade en soi. J'ai donc fait 2 trades cette semaine sur le Nasdaq et un autre sur Euro-USD, qui est une paire de Forex. Mais donc, en gros, ça ressemble à ça pour le trade sur le Nasdaq. Donc, comme vous voyez, point important, surtout fondamental. Et par la suite, ben, c'était de juste trouver une position intéressante sur le marché pour trouver un moment pertinent pour se positionner. Mais concrètement, ben, ça ressemble à ça, guys. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça vous montre donc un petit peu plus en détail, eh bien, qu'est-ce qu'il faut réellement regarder sur les marchés pour avoir un avantage puis surtout avoir une compréhension générale de qu'est-ce qu'on fait. C'était vraiment le but de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si vous avez apprécié, guys, la vidéo, mettez-y un like, j'apprécierais énormément. Et là-dessus, on va tout simplement se retrouver dans la prochaine vidéo.